Bonjour à tous, je suis Yves Choufati, je suis le dirigeant de Tobam. Je vais vous faire une présentation qui est une présentation qu'on a créée à Tobam en 2016 sous le format d'un papier académique de 90 pages. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on présente, nous, à nos prospects, notre thèse d'investissement sur le Bitcoin. Donc normalement, c'est un slideshow d'à peu près 120 slides. Là, j'ai 20 minutes, donc je vais utiliser une quinzaine de slides. Et l'idée, c'est de vous présenter, de vous dire comment une société de gestion d'actifs comme Tobam présente une thèse d'investissement sur le Bitcoin à des investisseurs professionnels. Alors, un mot sur Tobam. Tobam, c'est une boîte qui gère à peu près 10 milliards d'euros. On gère à 61% pour des entités publiques, dont des banques centrales, des fonds souverains, des fonds de pension publics. Le wealth management, ça représente seulement 17% de nos encours. On est vraiment une boîte internationale. Vous voyez, 60% de nos clients proviennent d'Amérique du Nord. La France, ça représente 5% de notre chiffre d'affaires. Donc on est très instits et très internationaux. Tobam, c'est 53 personnes. Dans les 53 personnes, il y a 25 chercheurs. Et c'est cette caractéristique-là qui fait qu'on s'est intéressé très tôt au Bitcoin. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de matheux. Et ces matheux-là se sont intéressés à un nouvel objet mathématique à partir de 2013. Quand je me suis aperçu en 2013 que je n'étais pas le seul à m'y intéresser, on a créé un dîner interne à Tobam qui se passait une fois par mois dans une pizzeria. Et tous les mois, on se voyait dans cette pizzeria et puis on discutait de nos expériences respectives sur le Bitcoin. En 2016, lors d'un de ces dîners, j'ai dit à mes camarades, il y a quand même une caractéristique du Bitcoin qui s'améliore tous les ans, c'est sa liquidité. Entre 2013 et 2016, la liquidité du Bitcoin, elle avait augmenté d'un facteur de 1000. Pas 1000%, parce qu'on parlait de 1000% tout à l'heure. Là, on parle de 100 000%. D'accord ? En 3 ans, la liquidité avait augmenté de 100 000%. Et je leur ai dit, si ça continue comme ça, il va peut-être venir un jour où même les clients de Tobam, qui sont des mastodontes, ils vont pouvoir commencer à s'intéresser à ce nouvel actif. Et je leur ai dit, voilà, on va passer professionnel, on va arrêter de s'intéresser au Bitcoin uniquement d'un point de vue de nos finances personnelles, on va commencer à s'y intéresser professionnellement. Et comment on s'intéresse aux choses chez Tobam ? On s'intéresse aux choses par la voie de la recherche. Et donc, on a créé un groupe de recherche dédié à la crypto. Et la première mission que j'ai donnée à ce groupe de recherche, ça a été justement d'écrire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Après pas mal de travail, on a produit cette thèse, donc 90 pages, d'une recherche bien structurée, etc., dont l'objectif est de répondre à la question « Pourquoi un investisseur rationnel pourrait acheter du Bitcoin ?» On a écrit cette thèse, on l'a présentée à l'AMF, et au vu de cette thèse, l'AMF nous a autorisé à lancer le premier fonds ouvert investi en Bitcoin au monde. Ça, c'était en novembre 2017. Il a fallu attendre 4 ans pour qu'un concurrent fasse la même chose que nous au Canada. En 2021, il y a une, puis deux, puis 3 boîtes canadiennes qui ont fait la même chose que nous au Canada. Depuis, évidemment, on a fait plein de choses dans la crypto. Ça, c'est ce qu'on appelle à Tobam Cryptobam. Donc, c'est toutes nos activités dans la crypto. Je ne vais pas détailler ça, in the interest of time. D'habitude, quand je présente la thèse d'investissement sur le Bitcoin, je commence toujours par un avertissement. Donc, je ne vais pas déroger à mon habitude. Le Bitcoin, c'est un investissement qui est c'est un actif qui est extrêmement risqué. Donc là, à l'écran, vous avez la volatilité du Bitcoin comparée à la volatilité des autres actifs. Vous voyez que c'est quelque chose qui est énormément volatile. Le Bitcoin franchit souvent la barre des 100% de volatilité. Pour vous donner une échelle, l'action Lehman Brothers, la semaine de la faillite, n'a pas franchi la barre des 100% de volatilité. Donc on est vraiment dans une autre dimension au niveau du risque. C'est un actif qui est très 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 risqué, et ça c'est la mauvaise nouvelle sur le Bitcoin. La bonne nouvelle, c'est que le risque, pour décider d'investir ou de ne pas investir, on doit s'en foutre. Il ne faut jamais regarder le risque pour décider d'investir ou de ne pas investir. Le risque, il ne sert pas à inclure ou à exclure un actif de votre portefeuille. Ce que vous devez regarder pour inclure ou exclure un actif d'un portefeuille, ce n'est pas le risque, c'est la thèse d'investissement. Et le risque, il doit vous permettre de décider de la taille de votre investissement. Pour donner un exemple, là, vous voyez en bleu le risque que vous prenez quand vous achetez $1 million en S&P 500, et en orange, le risque que vous prenez quand vous achetez $25 000 de Bitcoin.
ben, c'est beaucoup plus risqué d'acheter $1 million dans le S&P que d'acheter 25 000 $ dans le Bitcoin. Donc il y a une phrase qu'on n'a en théorie pas le droit de prononcer, c'est « le Bitcoin, c'est trop risqué pour moi ». Si le Bitcoin il est 10 fois trop risqué pour vous, ben, il faut que vous en achetiez 10 fois moins. OK ? Alors c'est quoi la thèse d'investissement de Tobam sur le Bitcoin? La thèse d'investissement de Tobam sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin possède les caractéristiques fondamentales et les caractéristiques empiriques qui pourraient en faire potentiellement un nouvel étalon de mesure de la valeur. Le mot le plus important que j'utilise dans cette phrase, c'est le mot « potentiellement ». Je ne suis pas en train de vous dire que le Bitcoin est un étalon de mesure de la valeur. Okay, ce serait un mensonge. L'étalon de mesure de la valeur aujourd'hui, c'est le dollar. Et c'est précisément pour ça que le Bitcoin est un candidat à un investissement qui est intéressant. Il faut comprendre qu'investir, ce n'est jamais s'intéresser aux caractéristiques avérées, à la proposition avérée de l'objet, mais seulement à ce qui n'est justement pas avéré, mais qui pourrait potentiellement le devenir. Si un jour je viens vous présenter une thèse d'investissement qui dit que potentiellement Apple pourrait valoir 5 000 $ l'action, il ne faut pas attendre que les 5 000 soient atteints pour investir. Ce sera trop tard. De même, le jour où le Bitcoin sera un étalon de mesure de la valeur, ce sera trop tard pour en acheter. Ce jour-là, le Bitcoin vaudra probablement beaucoup plus d'1 million de $, le Bitcoin. Okay? Donc ce qui est très important, c'est de comprendre que dès lors que vous avez une thèse d'investissement, il y a une antithèse, et qu'il ne faut pas attendre que l'antithèse soit réfutée pour investir, parce que le jour où l'antithèse est réfutée, c'est trop tard pour investir. A contrario, effectivement, il faut investir en maîtrisant son risque. Okay? Le deuxième mot que j'utilise, c'est le mot étalon. Et c'est quoi un étalon? C'est ce qui sert à mesurer. Que vous mesuriez un poids, une longueur, une température, une quantité de matière, vous avez besoin d'un étalon. C'est quoi l'économie? L'économie, c'est un lieu où on produit, où on échange, où on stocke des biens, des services, des risques, du travail, des innovations, du contrat. Et pour que cette production, ce stockage ou cet échange ait lieu, il est nécessaire de mesurer la valeur des choses. Et s'il y a besoin d'une mesure, il y a besoin d'un étalon. Okay? La longue histoire de l'économie humaine, elle se double d'une histoire, d'une quête de l'étalon de mesure de la valeur. Avant même l'agriculture, nos ancêtres, ils mesuraient la valeur des choses. Un des premiers étalons de mesure de la valeur, c'était les pointes de flèche en silex. Pourquoi? Parce que les pointes de flèche en silex, c'était difficile à produire. Et si vous aviez 5 pointes de flèche en silex dans votre jean, vous pouviez échanger 2 pointes de flèche contre un iPhone. Okay? Puis un jour, la technologie a fait que les pointes de flèche en silex, ça a été plus facile à produire. On a dû changer d'étalon. Et on a été vers les biens agricoles. Encore aujourd'hui, il y a des tribus Maasai au Kenya qui utilisent le nombre de vaches pour mesurer la valeur des choses. Puis les biens agricoles sont devenus plus faciles à produire. On a été vers les étalons métalliques. Le premier étalon métallique, ça a sans doute été le bronze. Puis quand le bronze a été facile à produire, on a été vers le fer. Quand le fer a été facile à produire, on a été vers l'argent. Quand l'argent a été facile à produire, on a été vers l'or. Et la leçon de tout ça, c'est quoi? C'est que dès lors que les gens ont l'impression que l'étalon de mesure de la valeur est plus facile à produire, il faut tout simplement en changer. Okay? Bon, il y a une astuce que j'utilise souvent dans la présentation longue de la thèse d'investissement. L'astuce, ça consiste à avoir en tête que dès lors que vous posez une question sur le Bitcoin, dans 99% des cas, il y a 1% d'exception, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, dans 99% des cas, si vous posez une question sur le Bitcoin, il suffit de remplacer dans la phrase le mot Bitcoin par le mot or, et dans 99% des cas, vous avez la réponse. Okay? Alors, c'est quoi les caractéristiques empiriques, les caractéristiques fondamentales qui font que le Bitcoin pourrait potentiellement devenir un étalon de mesure de la valeur? Il y en a 6. Le Bitcoin n'est pas altérable, il n'est pas falsifiable, il est difficile à saisir, il n'est pas manipulé par une autorité centrale, il n'est pas inflationniste et il est échangeable. Okay? Les 3 premières caractéristiques sont caractère inaltérable, non falsifiable et difficile à saisir, lui sont conférées par la technologie de la blockchain. Okay? Je ne vais pas rentrer du tout, normalement je parle un peu plus de la blockchain quand même, là je ne vais pas trop en parler.
C'est quoi la proposition de valeur du Bitcoin? La proposition de valeur du Bitcoin, hein, c'est comme la proposition de valeur d'une voiture. Une voiture, c'est quoi? Une voiture, c'est une caisse avec 4 roues, un volant, un accélérateur, un frein, un moteur et un réservoir. Et dès lors que je vous ai dit ça, vous avez compris que je parlais d'une voiture. On peut aussi parler d'une voiture en commençant par le premier principe de la thermodynamique, mais là, il y en a pour 30 ans à comprendre ce que c'est qu'une voiture. Le principe, hein, la proposition de valeur du Bitcoin, c'est une phrase. Hein, la phrase, c'est « il y en a 21 millions ». Full stop. Hein, on peut aussi rajouter « il y en a 21 millions et il est digital ». Et c'est tout. Et la technologie de la blockchain, elle a été inventée initialement par Satoshi, avec un seul objectif, c'est que cette phrase ne puisse jamais être réfutée. Hein, toute la technologie de la blockchain, telle que l'a inventée Satoshi initialement, elle ne visait qu'à une seule chose, c'est assurer que cette phrase ne soit jamais fausse. Hein, et c'est ça la grande différence entre le Bitcoin et tous les étalons de mesure de la valeur qui l'ont précédé. Hein, c'est que la masse monétaire, elle est connue, elle est limitée, mais elle est surtout, la limite est connue à l'avance. Okay, c'est ça la différence avec les étalons de mesure de la valeur que vous connaissez. Hein, le dollar, il s'est créé à peu près 5,6% de dollars supplémentaires tous les ans au cours du XXIe siècle et jusqu'en 2008. À partir de 2008, hein, la croissance de la masse monétaire américaine, c'est plutôt 20% par an. Donc le dollar, il est monstrueusement inflationniste. Vous allez me dire, mais pourtant l'inflation, elle n'est pas monstrueuse. Pourquoi? Parce que l'inflation, on ne la mesure pas vraiment. Hein, ce qu'on la mesure, c'est l'inflation d'un panier de biens de consommation. Mais on ne mesure pas l'inflation du coût de la vie. Un exemple simple, en France, c'est quoi le premier poste budgétaire du ménage français? Ce n'est pas du tout le logement, c'est la dépense publique. D'accord? La dépense publique, c'est pas une. Vous allez me dire, la dépense publique, ce n'est pas un poste budgétaire pour les Français. C'est la contrepartie de la dépense publique, évidemment. À savoir les impôts plus les impôts différés, hein, qui se concrétisent par la dette. D'accord? Donc, la France, l'État français, ou bien l'organe public hein, français, la dépense publique en France, il y a 2 ans, c'était 62% du PIB. En 1958, c'était entre 20 et 30%, ça dépend comment on mesure. Cette augmentation, elle n'est pas prise en compte dans l'inflation. Et en plus, cette augmentation, elle est en représentation du PIB. Mais en francs courants, l'augmentation, on parle de millions de pourcents. En francs courants. Hein, et cette augmentation-là, elle n'est pas prise en compte dans l'inflation. Le logement non plus, hein, et le logement aussi, il est mal pris en compte dans l'inflation. D'accord ? L'ancêtre du dollar, c'est le denarius romain. Le denarius romain, c'est la monnaie de l'Empire romain. Au début de l'Empire romain, chaque pièce de denarius contenait 4 grammes d'argent. Puis un jour, les Romains ils se sont dit, après tout, on est l'Empire romain, c'est le denarius, on va dénoncer les accords de Bretton Woods. Et ils ont dénoncé les accords de Bretton Woods, et ils ont commencé à inclure de moins en moins d'argent dans leurs pièces. À la fin de l'Empire romain, chaque pièce d'argent de denarius contenait à peu près 0,1 g d'argent. Autant vous dire que le pouvoir d'achat hein, du Roman denarius au début de l'Empire et à la fin de l'Empire n'était pas exactement le même. L'or aussi est énormément inflationniste. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord à cause d'une raison technologique. Hein, la productivité d'une mine d'or au XXIe siècle n'a rien à voir avec la productivité d'une mine d'or au XIXe siècle. En moyenne, la productivité des mines d'or augmente d'à peu près 2% par an. La deuxième raison, c'est que l'or métal est un métal relativement abondant dans l'univers. Hein, on estime que depuis le début de l'humanité, on a miné à peu près 190 000 tonnes d'or du sous-sol de la Terre. Et on estime qu'il y a dans le sol de la Terre 6 fois 10 puissance 15 tonnes d'or. Ça veut dire que pour l'instant, l'être humain a extrait 0,000000003% de l'or présent sur Terre. Et by the way, il y a plein d'or sur la Lune, il y a plein d'or sur Mars. Vous ne trouverez jamais un Bitcoin hein, sur la Lune ou sur la planète Mars. D'accord ? La dernière petite fantaisie, c'est qu'aujourd'hui, on sait transformer du plomb en or. Ça coûte cher, hein, mais un jour, la technologie fera que ce sera moins cher.
et ce jour-là, eh ben alors ça ne vaudra plus grand-chose. D'accord? Donc de nouveau, hein, vous avez cette idée que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dès que quelque chose peut être produit en abondance, eh ben, il n'est plus un candidat à être un véritable étalon de mesure de la valeur. Pourquoi? Parce que la définition de l'argent, okay, là je vois qu'il me reste 5 minutes, donc je ne vais pas pouvoir passer énormément de slides. La définition de l'argent telle que l'a écrite pour la première fois Aristote, c'est que l'argent, c'est un objet qui doit avoir 3 propriétés. La première propriété de l'argent, c'est le transport de la valeur dans le temps. La deuxième propriété, c'est un média d'échange. La troisième propriété, c'est une unité de compte, hein, qui permet de faire de la comptabilité. Mais la propriété fondamentale de l'argent, c'est de transporter de la valeur dans le temps. Et c'est une fois qu'on a cette première propriété qu'on peut réaliser les 2 autres propriétés. Hein, pourquoi vous utilisez de l'argent tous les jours? Parce que vous travaillez contre de l'argent, dans l'espoir que l'argent que vous avez gagné vous permette d'acheter le travail d'un autre. Donc la fonction principale de l'argent, c'est de stocker du travail et de le transporter dans le temps. Et dès lors qu'on ne peut pas faire ça avec un objet, cet objet ne mérite plus tout à fait le qualificatif de monnaie. Ce n'est plus tout à fait une monnaie. Hein, c'est pour ça que les pères fondateurs de l'euro, au début, ils ont donné à la Banque centrale européenne une seule mission, la stabilité des prix. La stabilité des prix, ça veut dire inflation zéro. Ça ne veut pas dire inflation 2%. C'est inflation zéro. Parce que quand vous avez une inflation de zéro, effectivement, vous commencez à transporter de la valeur dans le temps. Dès lors que vous renoncez à cette mission, vous n'êtes plus en train de produire de la monnaie. Vous produisez un autre objet qui a une certaine utilité, mais ce n'est plus de la monnaie au sens aristotélicien du terme. Okay? Et dès lors qu'à la Banque centrale, vous donnez une autre mission que la stabilité de l'argent dans le temps, la stabilité des prix dans le temps, quelque part, la Banque centrale va exercer cette nouvelle mission aux dépens de la première mission. Okay? Et c'est ça la thèse d'investissement Katobaum sur le Bitcoin, c'est de dire, ben voilà, on a besoin d'argent, on a besoin de pouvoir stocker de la valeur dans le temps. Ces objets que sont le dollar, l'euro, etc., ont renoncé à être de la monnaie, ont renoncé à leur mission de transport de la valeur dans le temps. Et il y a des candidats pour suppléer à ce manque. Et un des candidats, c'est le Bitcoin. Le fait que ça va arriver ou pas, ben on ne le sait pas. Il y a une thèse et il y a une antithèse. Hein, il y a un scénario favorable et il y a des adverses scénarios. Alors, un des éléments importants qu'on a quand même, pour conclure, c'est que le Bitcoin est effectivement énormément critiqué. Et quand on rencontre des institutionnels, hein, pour leur parler un peu du Bitcoin, ben on leur parle des critiques contre le Bitcoin. Et on leur dit, les critiques contre le Bitcoin, elles sont bien naturelles. Pourquoi? Ben parce que le Bitcoin, c'est tout simplement une innovation disruptive. Une innovation disruptive, c'est une innovation qui peut changer le monde. Et dès que vous avez une innovation disruptive, il se met systématiquement en place ce qu'on appelle un cycle de Kübler-Ross. Kübler-Ross est une psychiatre suissesse et américaine, hein, qui a beaucoup étudié le phénomène du deuil. Et qui s'est aperçu que dès lors qu'on avait le malheur d'être frappé par le deuil, eh ben on passait par différentes phases psychologiques. La première phase psychologique, hein, c'est le choc, on ne réagit pas. Ensuite, on est dans le déni, ce n'est pas possible que ce soit arrivé. Ensuite, on est dans la colère. Quel salopard, ce chauffard qui a pris le volant en état d'ébriété. Quel imbécile, je lui avais dit, ça fait 10 ans qu'on lui dit d'arrêter de fumer. Ou même de colère contre Dieu. Hein, on se dit, mais comment Dieu peut permettre que la vie elle se termine comme ça? Hein. Ensuite, on a une phase de dépression, puis on expérimente, puis on décide, hein, de tourner la page, puis des fois, on y arrive et on accepte le deuil, si on est chanceux. Okay? Quand vous avez une innovation disruptive, c'est exactement le même schéma qui se met en œuvre. Pourquoi? Parce qu'une innovation disruptive, je vous ai dit, elle va changer le monde. Et quelque part, il faut faire son deuil du monde d'avant. Or, le monde d'avant, il avait des qualités, il fonctionnait et on le connaissait. Et ce monde qui fonctionnait et qu'on connaissait, il va changer, il va disparaître, et on doit en faire son deuil. Okay? Et donc, on va passer par exactement les mêmes phases, y compris la phase de la colère. Alors, le Bitcoin est critiqué avec 4 moteurs de critique. Chaque fois, les innovations disruptives, elles sont critiquées systématiquement avec 4 moteurs de critique.
Le premier moteur de la critique des innovations disruptives, c'est la passion et l'idéologie. Quand on passe là, dans le champ du bien et du mal. Et quand on vous dit quelque chose est mal, c'est difficile de répondre. Quand il y a une histoire de passion et d'idéologie, on ne peut pas répondre. Le deuxième moteur de la critique, c'est le conflit d'intérêts. Si vous interrogez les fabricants de bougies sur l'ampoule électrique, ils ne sont pas favorables. Les banques centrales, elles fabriquent des bougies. Si vous leur demandez leur opinion sur les ampoules électriques, elles vont vous dire non, on peut s'en passer, puis d'ailleurs, c'est pas bien. Okay. Le deuxième moteur de la critique, c'est l'ignorance. Et ça, c'est un phénomène psychologique extrêmement intéressant. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus critiquer quelque chose qu'on ne comprend pas que quelque chose qu'on comprend. Et quand on est en face de quelque chose qu'on ne comprend pas, on a plutôt tendance à dire « je suis contre » plutôt que de dire « je ne comprends pas ». Comment on peut être pour? Et si les gens qui critiquaient le Bitcoin nous posaient plutôt la question « je ne comprends pas comment on pourrait être pour », plutôt que de dire « je suis contre », déjà on avancerait beaucoup plus vite. Le quatrième moteur de la critique, c'est la raison. Parce qu'il y a des critiques contre le Bitcoin qui sont extrêmement raisonnables. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans une innovation véritablement disruptive, on n'attaque jamais la proposition de valeur, on attaque des technicalités. Vous vous rappelez la proposition de valeur d'une voiture? On ne va pas attaquer la proposition de valeur de la voiture, on va dire, mais si elle freine brusquement, on est précipité contre le pare-brise. Et ça, c'est une critique qui est valable. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va inventer la ceinture de sécurité. Ça va rester une voiture, ça va renforcer la proposition de valeur initiale, et la critique sera devenue infondée. Pour nous, pour Atobam, on pense que c'est un peu la même chose pour le Bitcoin. On pense que la plupart des critiques qu'on entend, elles n'attaquent pas la phrase que je vous ai dite au début, à savoir le fait que, de manière gravée dans le marbre et encore plus solide que le marbre, il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Ce n'est pas ça qui est l'objet principal de la critique. Ce sont les technicalités qui sont les objets principaux de la critique. Et à mon avis, comme d'habitude, les technicalités, on va y répondre par des surcouches. On va rajouter une ceinture de sécurité. Et cette surcouche, on pense chez Tobam qu'une des formes qu'elle va prendre, c'est un système financier qui va se superposer à la blockchain. En gros, ça ne va pas plaire à certains, mais je vais dire ce que je pense, c'est ce que je dis aux autres. Aujourd'hui, si vous voulez vous exposer à l'or, vous avez deux moyens de le faire, au moins. Un premier moyen, c'est d'acheter des lingots d'or. Et ça, c'est très difficile, c'est très dangereux. Il faut trouver un vendeur, il faut vérifier qu'il va vraiment vous vendre de l'or, etc., etc. De nos jours, et ça va être lourd comme process, il va falloir cacher l'or. Le jour où vous allez le vendre, ça va être encore pire. Okay. Aujourd'hui, si vous voulez vous exposer à l'or, vous appelez une banque et vous lui dites « je veux un ETF sur l'or ». Et vous avez votre exposition à l'or en une microseconde, de manière extrêmement efficiente. Aujourd'hui, il y a tout un tas de gens dans la salle et ailleurs qui sont en train de fabriquer un écosystème, une superstructure au-dessus de la blockchain. Que ce soit des processus d'épargne, qui vont prendre ou pas la forme de la finance traditionnelle, pas forcément la forme de la finance traditionnelle. Vous allez pouvoir détenir effectivement directement des bitcoins, mais qui vont être plutôt intermédiaires. Plutôt intermédiaires, soit par des outils, soit par des dispositifs. Et c'est ça qui, de notre point de vue, vont faire que le Bitcoin va répondre aux critiques raisonnables. Je ne parle pas des autres critiques. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Je suis à 0. Ça veut dire que j'ai arrêté exactement au bon moment. Le 0 est en train de clignoter, puis il ne bouge pas. Mais je sais pas. Voilà. Merci à vous.